La République populaire de Chine vient tout juste de fêter ses 70 ans. Si les conditions de vie de la classe moyenne se sont largement améliorées depuis la naissance du régime communiste sous Mao Tse-tung, certaines minorités ethniques sont plus malmenées que jamais par le gouvernement central. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acharnement? Nous en discuterons avec Serge Granger après une petite entrée en matière. En 2019, la République populaire de Chine fêtait ses 70 ans. Depuis l'ère maoïste, le pays a bien changé. On veut y développer de nouvelles technologies comme la 5G et l'intelligence artificielle pour devenir un leader de la nouvelle économie numérique. Au programme, outils de reconnaissance faciale, paiement en ligne et monnaie digitale. Grâce à ces technologies numériques, la Chine est en train de construire un système de contrôle social le plus sophistiqué de la planète. C'est le premier pays qui instaure un système de crédit social pour évaluer ses citoyens. Un régime qui ne bénéficie pas aux minorités ethniques. Dans la province du Xinjiang, les Ouïghours subissent une surveillance accrue. Selon les estimations de diverses organisations non gouvernementales, près d'1 million d'individus de confession musulmane seraient actuellement internés dans des camps de déradicalisation. Потому что в 2017 году, 7 декабря, он поехал со своим другом туда. Где-то 12 он поехал, 4 часа его друг позвонил нам, сказал, что его арестовали. Именно где вот на территории Казахстана есть памятник «Орел». Вот там они стояли, общались, вот оттуда его забрали. En novembre, le New York Times avait publié des centaines de documents jetant la lumière sur la surveillance contre cette minorité accusée de terrorisme. Un représentant du gouvernement chinois a accusé le journal de déformer et calomnier avec malveillance. La Chine n'est pas non plus épargnée par les révoltes populaires. C'est l'ancienne colonie britannique de Hong Kong qui s'est embrasée tout l'automne 2019. Ces violences entre manifestants et policiers se sont calmées depuis la victoire écrasante des candidats pro-démocratie aux élections de district du 24 novembre 2019. Pour parler des minorités ethniques en Chine, nous accueillons Serge Granger, professeur de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, M. Granger, bienvenue. Bonjour, merci. Contente de vous avoir avec nous. Dites-nous, on a longtemps entendu parler de la situation au Tibet, du Dalai Lama. On avait vraiment l'impression que, sur la répression des minorités, c'est là que ça se passait. Et depuis quelques années, on entend parler surtout des Ouïghours. Ça inquiète grandement les organisations de défense des droits de la personne. Qu'est-ce qui se passe? Le Xinjiang inquiète davantage Pékin que le Tibet pour deux raisons importantes. La première, c'est qu'il y a un mouvement séparatiste qui est assez fort et qui peut aussi obtenir de l'aide de l'extérieur. Et en plus, la mouvance terroriste peut aussi s'insérer à l'intérieur de ce mouvement. Donc, le gouvernement chinois craint davantage, dans le fond, ce mouvement, d'une part, parce qu'il y a des ramifications qui peuvent être internationales, donc plus difficiles à contrôler, et d'autre part aussi parce qu'il a été très actif aussi, parce qu'il y a eu des émeutes importantes en 2009 à Urumqi, la capitale du Xinjiang. Même chose aussi en 2014, il y a eu des attentats aussi à Kunming, une ville importante du Yunnan, où il y avait déjà eu une présence importante, d'ailleurs, musulmane, et cette identité aussi qui inquiète un peu Pékin parce qu'on ne peut pas vraiment la contrôler, contrairement à d'autres entités, notamment le Tibet, qui, lui, est beaucoup plus facile à contrôler à l'intérieur de la Chine, contrairement à la mouvance qu'on retrouve au Xinjiang. Ça semble quand même assez extraordinaire que dans un pays avec 1,4 milliard de population, on parle de 11 millions d'Ouïghours, donc à peu près 0,7 % de la population globale. C'est pas un peu de la paranoïa de la part de la Chine de s'inquiéter d'une minorité aussi petite dans l'ensemble de l'œuvre? C'est clair que, oui, le nombre, ils ne sont pas nombreux, mais ils occupent un territoire extrêmement important qui est géostratégique parce que dans le déploiement de la Renaissance chinoise pour atteindre leur rêve chinois de 2049, on a besoin de faire revivre les nouvelles routes de la soie et la Chine veut importer davantage des denrées par l'Asie centrale et les exporter par là, en l'occurrence des hydrocarbures, etc. Donc, le Xinjiang devient une région hautement géostratégique. Alors, elle était très peu peuplée, cette région-là, anciennement. Lorsque la Chine se crée, la Chine communiste en 1949, tout de suite, on va envoyer un bataillon s'assurer qu'il y a un contrôle le long des frontières. Mais à partir des années 50, on va mettre en place une politique de colonisation chinoise du Xinjiang
pour arriver aujourd'hui, dans le fond, à avoir une parité pratiquement entre les Han chinois et le reste des populations minoritaires du Xinjiang, parce que là, on a un meilleur contrôle et un enracinement, dans le fond, de personnes qui sont davantage loyales à Pékin, contrairement à ces Ouïghours qui sont turcophones, musulmans, et qui pouvaient être davantage loyaux envers des entités de l'Asie centrale, ou du moins tenter de se remémorer, de reconstruire cette ancienne république du Turkestan oriental qui a existé très brièvement, mais qui fut un pays pour les Ouïghours. Alors c'est clair que là, il y a une crainte qui est légitime de la part de Pékin, parce que oui, il y a une mouvance séparatiste, et peu importe le nombre, c'est plutôt le territoire qui est important. Mais si on pense, encore une fois, à d'où vient cette nouvelle approche par rapport au Xinjiang, parce que longtemps, c'était un peu une région éloignée dont laquelle on pensait pas trop. Hein? C'était pour avoir fait la route de la soie, là, puis s'être rendu à Urumqi, longtemps, c'était vraiment une partie un peu oubliée de la Chine. Oui, parce qu'à l'époque, on peut dire que, bon, si on regarde même la fin de la construction de la Grande Muraille, elle arrête justement au Grotte de Mogao, à l'entrée du Xinjiang. Ben, avant, la Chine avait des relations diplomatiques relativement cordiales avec les Ouïghours. Les Ouïghours protégeaient la Chine. On avait un échange, dans le fond. Vous nous garantissez qu'il n'y aura pas d'invasion à travers le Xinjiang pour venir attaquer la Chine. On va vous laisser tranquille. Mais là, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, ce que la Chine a besoin de la région est de connecter avec les régions limitrophes, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, oui, elle avait la route de la soie, mais c'est des caravanes. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus géostratégique. Donc, on doit s'assurer que la région va demeurer dans le giron chinois. Donc, c'est pour ça que là, on ne fait pas confiance aux Ouïghours, parce que là, le territoire, géostratégiquement parlant, il vaut une mine d'or, parce que c'est vraiment, on va faire passer toutes les pipelines, les rails, les TGV à travers ce territoire. Donc, on comprend que le gouvernement chinois, en ce moment, il veut absolument contrôler la région. Et une des meilleures façons de le faire, c'est justement de la coloniser, cette région-là. Et là, avant ça, c'était, dans le fond, c'était plus défensif, c'est-à-dire de garantir la mainmise du territoire, mais là, on doit l'utiliser pour aller à l'extérieur. Alors là, on comprend que la géostratégie devient plus importante. C'est pour ça que les Ouïghours, il faut s'assurer de leur loyauté. Et s'ils ne sont pas loyaux envers la Chine, c'est là qu'on les envoie dans ces camps de rééducation, comme le gouvernement chinois les appelle, pour qu'ils deviennent, dans le fond, des protecteurs du territoire chinois. Est-ce qu'on peut comparer ces fameux camps de rééducation-là au goulag soviétique? Peut-être la traduction est la plus proche pour nous, bien que peut-être il y a un élément qui est davantage lié à intégrer un sentiment d'appartenance nationale. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de rééducation. Il y a une expression en chinois qu'on dit fanshen, c'est-à-dire retourner l'âme, si vous préférez, c'est-à-dire de faire en sorte que ces personnes-là vont devenir, dans le fond, des défenseurs du gouvernement chinois. Alors, c'est clair qu'il faut changer les habitudes, il faut changer les pensées, puis la Chine est une civilisation agnostique, il faut bien comprendre. Hein? Là, quand même 2000 ans, dans le fond, où vous avez une bureaucratie agnostique confucéenne qui contrôle, qui monopolise le pouvoir en Chine. Donc, la religion est un pouvoir parallèle à ce monopole de la bureaucratie chinoise. Et ça, il faut absolument s'en débarrasser. Il ne faut pas que la religion ait un espace public politique. On comprend pourquoi le Dalai Lama est une victime de ce genre de politique-là, mais là, vous comprenez qu'au Tibet, il n'y a pas d'armée. Ils ne font pas d'attentats terroristes. Ça n'inquiète pas tellement ça, la Chine. La Chine, elle attend que le Dalai Lama va mourir, puis là, ils vont jouer sur la succession. C'est leur grosse crainte. Ça fait pas mal. Tandis que dans le cas du Xinjiang, c'est différent. Alors, eux, ce qu'ils veulent faire absolument, c'est de faire en sorte que ces personnes-là qui ont des identités qui ne sont pas un peu comme celle qui est véhiculée par la Chine, c'est-à-dire la religion devient un enjeu important. Ils ne parlent pas la même langue. Et là, ils ont aussi déjà vécu ou un pays à un moment donné. Donc, vous comprenez qu'il y a une vérité séparatiste qui est importante et la Chine veut éviter que ce désir de séparation du Xinjiang, d'établir un nouveau Turkestan oriental. On veut absolument miner, pas simplement mettre les gens en prison, mais faire en sorte que ça ne se propage pas dans les esprits. Et donc, au nom de ça, on
entend parler de grandes violations des droits de la personne. Est-ce qu'on est devant même une situation de crime contre l'humanité? C'est clair que on pourrait dire, bon, il y en a qui ont appelé ça un génocide culturel, parce que c'est pas physique, ce génocide. Est-ce que c'est aussi la façon qu'on on va étiqueter tous les citoyens en Chine, c'est-à-dire les Ouïghours, dans le fond, auront un dossier qui sera très négatif sur ce qu'on appelle, dans le fond, le service social, etc. Alors, peut-être ils n'auront pas accès à certains services sociaux parce que, justement, ils ne viennent pas des bonnes familles, etc. Il y a déjà eu ça fait des milliers d'années, dans le fond, que la Chine fait au moins 2000 ans. Le système Moses, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait un territoire, une terre, on la divisait en 9 parties, et dans chacune de ces 9 parties, il y avait une terre en commun et aussi un système de délation. C'est-à-dire qu'une famille sur 9 devait rapporter au gouvernement local ce qui se passait dans son bloc. Alors, ce processus de délation a toujours eu lieu en Chine, et c'est comme si la population locale informait de cette bureaucratie justement agnostique, et après ça, gère le pays. Si on voit le drapeau chinois, d'ailleurs, on voit la plus grande étoile là, sur le drapeau, c'est le parti. Hein? Je veux dire, dans le fond, c'est un peu comme si je vous disais, c'est la bureaucratie confucéenne d'antan. Alors, c'est eux qui doivent gouverner. Et il n'y a pas de représentation dans les 4 autres étoiles sur les religions. Vous avez seulement les paysans, vous allez avoir les militaires, vous allez avoir les intellectuels et les ouvriers, mais vous comprenez, c'est complètement évacuer cette identité. Donc, faire rééduquer les Ouïghours pour qu'ils, dans le fond, commencent à penser à la chinoise. C'est ça le plus important dans cette entreprise, dans le fond. C'est intéressant de voir qu'il y a une si grande répression pour les minorités. En même temps, on a vu la situation à Hong Kong où il y a des manifestations depuis des mois et des mois. Et là, la Chine, on s'attendait peut-être à avoir une grande intervention de la Chine. On a plus de retenue. Pourquoi la différence entre ces deux situations-là? Alors que de l'autre côté aussi, il y a des velléités séparatistes. Oui, mais Hong Kong, c'est je dirais, un mouvement plutôt autonomiste. Et c'est clair que, bon, la Chine ne pouvait pas intervenir à Hong Kong comme elle a intervenu à Pékin en 1989, et encore moins au Xinjiang. Pour la simple et bonne raison, c'est que le coût aurait peut-être été très cher. En l'occurrence, et d'ailleurs, il y a eu un coût à ce qui est arrivé à Hong Kong, et même encore aujourd'hui, ce qui se passe. En janvier 2020, on a réélu, dans le fond, un gouvernement indépendantiste à Taïwan. Donc, si on veut trop frapper sur ces manifestations, ça va avoir un effet contraire. Et là, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Ça donne des forces au mouvement séparatiste taïwanais, ça donne des forces au mouvement autonomiste hongkongais, comme on a vu les élections de décembre 2019, les élections municipales, où c'est surtout les protecteurs de la démocratie, dans le fond. Écoutez, le rêve chinois que Xi Jinping veut mettre en place en 2049, vous avez Hong Kong qui ne veut pas danser cette danse, et là, vous avez Taïwan qui est encore plus s'éloigne de cette fameuse réunification de la Renaissance chinoise. Donc, est-ce que c'est un succès ou un échec? C'est clair que pour intervenir à Hong Kong accentuerait les chances d'un échec. Alors, c'est pour ça que je crois qu'ils n'ont pas intervenu à Hong Kong. Donc, vraiment des situations complètement différentes. Merci beaucoup, M. Granger. Ça me fait plaisir.